Hello! Est-ce que ce serait pas le moment d'ouvrir un nouveau carnet de lecture? Ça fait un bail, non? Allez, let's go! Bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et comme d'habitude, on est parti pour une petite demi-heure, voire petite heure de blabla livresque. Nous sommes mercredi 22 janvier et je suis ravie de vous retrouver un petit peu plus quotidiennement. Vous l'aurez compris, j'ai donc décidé de reprendre les carnets de lecture après 1 mois et demi de pause. Alors avant toute chose, je m'excuse pour cette tête extrêmement fatiguée. Notre petite fille Soline est née il y a 1 mois de cela puisqu'elle est née le 20 décembre dernier et comme vous le savez, les nuits avec un nourrisson, c'est compliqué. Très compliqué, il y a des nuits avec, il y a des nuits sans. Là, comme vous pouvez le voir, c'était une nuit plutôt sans. Mais bon, c'est comme ça. Je sais qu'il faut tout simplement prendre un petit peu son mal en patience, que les nuits vont se régler, mais pour le moment, c'est pas forcément le cas. En plus de ça, nous avons la chance, entre guillemets, d'avoir une petite fille qui fait des coliques et donc elle est très très douloureuse, surtout la nuit. Donc c'est d'autant plus compliqué pour nous parce qu'on la voit souffrir et franchement, c'est pas quelque chose qu'on apprécie de voir son bébé souffrir. Donc ça rend les nuits encore plus complexes, déjà que c'est pas forcément toujours évident de très peu dormir, mais alors là, avec un bébé qui est douloureux, c'est franchement pas très sympathique. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai une tête fatiguée et voilà également pourquoi, les vidéos seront peut-être un peu, postées de façon aléatoire et pas aussi régulièrement qu'avant. Jusqu'ici, j'ai réussi à vous poster des vidéos thématiques que j'avais, déjà enregistrées donc c'était assez facile pour moi de garder un rythme. Mais voilà, à partir de maintenant, je ne sais pas trop, comment ça va se passer et donc je voulais également m'excuser pour ça. Ce sera sûrement, moins timé que d'habitude. Ceci étant dit, parlons lecture. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ai beaucoup de retours, enfin beaucoup, j'ai quelques retours lecture à vous faire, mais je vais pas les faire aujourd'hui parce que bon voilà, je suis très fatiguée et je pense que je ne serai pas forcément très très claire dans mes explications. Donc je préfère vous faire des retours lecture à tête reposée quand j'aurai mieux dormi et quand je serai un petit peu plus claire avec mes différents avis de lecture. Mais je voulais vous montrer ce matin 3 romans, les 3 derniers romans qui ont rejoint ma palle. Donc ce sont des romans que j'ai eus en mois de novembre et décembre que je vous avais pas encore montré. Donc c'est l'occasion, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Le premier roman que j'ai acheté, pour le coup, c'est vraiment un cadeau de moi à moi-même. C'est entièrement sponsorisé par ma carte bancaire. Ça fait très longtemps que j'hésite à l'acheter et là, franchement, j'ai craqué, clairement. Je l'ai acheté au mois de novembre et je ne vous l'avais pas encore montré. Je l'ai acheté en édition collector en plus. Il s'agit de Babel. Donc, comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister, je ne l'ai pas enlevé. Donc c'est l'édition collector avec le jaspage qui est très très beau ici. Et vous avez... donc c'est quand même une sacrée brique. Hein. Donc c'est une collection une édition en hardback, pardon, je vais y arriver. Et voilà, et donc ça fait très longtemps que j'hésite à le prendre, et là je me suis dit, allez, on y va. J'ai un peu loupé le coche parce que pour moi, Babel, c'est plutôt un roman qu'il faudrait lire en automne, donc je pense que je vais le garder pour l'automne prochain. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'en ai eu beaucoup de retours positifs. Je vous lis la 4e de couverture. 1828, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine.
Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Voilà, bon, bah, ça me tente beaucoup. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a une petite touche surnaturelle quand même avec ces histoires de barres d'argent et compagnie. Mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense qu'on est vraiment sur un roman qui dénonce un peu le capitalisme et qui met en avant tout ce qui va être lié aux langues, aux mots, à la traduction, tout ça. Et ça, franchement, je pense que ça va être très sympa et je pense qu'on va être sur un savoureux mélange entre tout ça. On va bien voir, mais je vous en reparle très probablement à l'automne prochain. Le deuxième livre qui a rejoint ma palle est un cadeau que mes parents m'ont offert à la naissance de ma fille. Donc voilà, j'étais à la maternité et ils m'ont offert un petit cadeau. Il s'agit du dernier roman de Baptiste Beaulieu. Enfin, je vous dis dernier roman, mais je vais plutôt vous dire dernier livre parce que je ne suis pas sûre que ce soit un roman. Donc c'est Tous les silences ne font pas le même bruit. C'est édité chez l'Iconoclaste. Et je pense qu'on est sur un récit, un peu récit de vie, mais je me demande si c'est pas un peu... Enfin, je pense que c'est un peu autobiographique, hein, honnêtement. Mais je suis pas sûre que ce soit un roman en tant que tel. Donc il faudrait que je regarde, je me renseignerai et je vous dirai. Je vous lis la quatrième de couve. Tu es un garçon de 8 ans, un dimanche soir en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de si drôle? Tu deviens un adolescent que l'on insulte, sale pédé. Tu contemples l'eau noire du canal du Midi prêt à abandonner. Sur tes épaules, un sac à dos rempli de pierres et ton secret. Te voilà jeune homme tenant la main de ton amoureux au risque d'être tabassé, puis père à ton tour. Un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire. C'est l'histoire d'un homosexuel aujourd'hui en France. Son récit nous fait entrer dans sa peau et adopter son regard. Il raconte les préjugés, le harcèlement, la mise à l'écart et les silences qu'il doit affronter. Il y a l'homophobie qui nous révolte et celle que l'on ne soupçonne pas, logée en chacun de nous. Un grand texte bouleversant et universel. Donc écoutez, j'ai très très hâte de le lire et je pense que je lirai également dans la foulée Où vont les larmes quand elles sèchent, qui est son précédent roman. Je sais que ma maman l'a dans sa bibliothèque, donc je pense que je lui emprunterai pour le lire parce que j'ai encore jamais lu Baptiste Beaulieu. Enfin, j'avais lu le roman graphique qu'il avait écrit sur son quotidien de médecin, mais je n'ai jamais lu de livre en tant que tel de cet auteur, donc ce serait vraiment l'occasion. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de me plonger dedans. Et dernier roman qui rejoint ma palle cette fois-ci, c'est un livre que j'ai eu à Noël, et c'est le seul livre que j'ai eu à Noël, donc je vous le montre. Il s'agit de Ségurant, le chevalier au dragon, et je suis très contente parce que c'est une histoire de chevalier bien sûr, mais qui est une histoire d'un des chevaliers de la table ronde, donc des légendes arthuriennes. Et c'est cool, franchement j'aime beaucoup ce genre d'histoire. J'avais lu il y a quelques années le roman de la table ronde du coup, et c'est chouette d'avoir un nouveau petit clin d'œil à Ségurant et à la table ronde. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Surpassant tous les chevaliers de son temps en force et en bravoure, Ségurant remporte haut la main chaque tournoi de chevalerie auquel il participe jusqu'à ce qu'il soit ensorcelé par les fées Morgane et Sibylle qui le lancent à la poursuite d'un dragon cracheur de feu. Les aventures extraordinaires de ce chevalier de la table ronde étaient oubliées depuis des siècles. Elles ont été retrouvées par un jeune médiéviste, Emmanuel Arioli, qui a parcouru les bibliothèques de toute l'Europe en quête de manuscrits de ce roman arthurien. Au terme de plus de 10 années de recherche, Emmanuel Arioli donne ici le texte d'un roman disparu, illustré par les enluminures des manuscrits originaux, pour que chacun puisse pour la première fois le lire. Et effectivement, alors c'est pas très long, ça fait 220 pages à peu près, et vous avez des enluminures qui sont reproduites dans le roman. Je vous en montre quelques-unes. Vous avez des petites illustrations et tout, c'est plutôt bien fait. Hop. Donc on est sur une édition qui est quand même très très jolie, très sympa. Et voilà, et donc du coup ça me tente beaucoup. 220 pages, je pense que ça se lit assez facilement. En plus c'est vraiment... c'est une histoire de chevalier, de dragon, donc en soi c'est quelque chose qui est plutôt fantastique, qui va se lire assez vite, je pense.
Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vais en profiter pour essayer d'aller dormir un petit peu le temps que ma petite fille dorme. Et je vais essayer de récupérer un petit peu et je vous reparle, je pense, en fin de semaine. Je vous reparle en fin de semaine puisque je vais pas avoir le temps de vous prendre ce week-end. Ce week-end, on part chez mes beaux-parents dans le golfe du Morbihan. Donc je serai pas trop dispo pour vous prendre en, en face cam comme ça. Donc je vais essayer de vous prendre, je pense, vendredi, histoire de vous faire un petit récap sur mes dernières lectures que j'ai faites là sur le mois de janvier. J'en ai pas fait énormément, même si c'est un long mois, très long mois le mois de janvier. Finalement, avec le retour à la maternité, les nuits hachées et compagnie, on n'est pas sur... enfin, on est sur un congé maternité, hein, c'est pas un congé en tant que tel. Donc forcément, j'ai pas eu énormément le temps de le lire, mais je viendrai vous montrer ce que j'ai quand même eu l'occasion de découvrir pendant ces quelques semaines. Comme promis, on se retrouve, on est vendredi 24 janvier et je viens vous parler des dernières lectures que j'ai pu faire. Je pense que j'ai approximativement un petit quart d'heure devant moi avant que bébé se réveille. Donc c'est parti, petite tasse de café avec ma petite tasse cœur là que j'aime bien. Et je vous parle de mes 3 dernières lectures. Et donc parmi ces 3 lectures, il y avait un abandon et 2 excellentes lectures. On va commencer par l'abandon parce que je ne vais pas y passer trop de temps non plus. Je dois vous avouer que je suis assez déçue d'avoir abandonné ce livre. La première raison, c'est parce que j'avais pas mal d'espoir dans ce roman-là. Je m'attendais vraiment à aimer et ça l'a pas fait, malheureusement. Et la deuxième raison, c'est qu'il s'agissait d'un service presse et je n'aime pas trop abandonner les services presse en toute honnêteté. Autant j'ai aucune difficulté à le faire sur mes lectures perso, autant les services presse j'aime bien aller au bout, ne serait-ce que par correction auprès de la maison d'édition et de l'auteur. Donc ça m'embête beaucoup. Mais là vraiment, comme je vous l'ai déjà expliqué, comme vous le savez, je suis en pleine période de postpartum. J'ai très peu de temps pour lire et quand j'ai du temps pour lire, j'ai envie de lire une lecture plaisante. J'ai envie d'être contente de revenir dans ma lecture et j'ai pas envie de me forcer. Et là, j'en étais rendue à un stade où je me forçais vraiment, je traînais des pieds quand il fallait que je reprenne ma lecture. J'avais pas envie, je trouvais mille choses à faire à côté. Et donc je me suis dit que ça servait à rien de s'acharner. J'ai abandonné le roman à peu près aux 2 tiers, je pense. J'en étais rendue à 60-70% de lecture, donc j'ai quand même lu une grosse partie du livre, mais ça n'empêche que je suis vraiment déçue d'avoir abandonné ce roman. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agissait du dernier roman d'Andrei Makin, publié aux éditions Grasset, qui s'appelle Prisonnier du rêve écarlate. Et donc j'avais eu l'occasion de le lire grâce à NetGalley et aux éditions Grasset, pardon, que je remercie infiniment parce que malgré tout, voilà, j'ai eu l'occasion de le lire, donc ça c'était top, mais malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi. Dans ce roman, on fait la connaissance dès les premières pages de Matvei Belov, qui est un homme russe qui sort tout juste de plusieurs années de détention dans un camp de travail, une sorte de goulag en gros, en Russie. Et donc, étant donné qu'il sort d'un camp de travail, il n'a pas le droit de séjourner dans une grande ville russe. Il doit forcément séjourner dans un petit village ou dans un petit hameau ou ce genre de choses. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il va donc arriver dans un petit hameau et il va faire la connaissance de Daria et il va sauver Daria qui est abusée par 2 hommes de la police russe. Et à partir de là, va naître entre lui et Daria une relation assez touchante que l'on va suivre au fur et à mesure des pages. Et on découvre assez rapidement que finalement ce fameux Matvei Belov n'est pas russe, il est français. Et donc son identité de naissance, c'est Lucien Berthe. Il vient du nord de la France et il était communiste, enfin communiste français, et il a décidé de partir vivre en Russie pour découvrir le rêve du régime soviétique. Hein, voilà. Bon, il va vite se brûler les ailes et il va vite se rendre compte que finalement, bon, c'était beaucoup de propagande pour pas grand-chose. Donc voilà. Et donc, à partir du moment où on se rend compte que bah, Lucien renaît un peu, enfin,
comment dire, retrouve des relations avec son ancienne identité, retrouve un peu ses racines, décide de parler à nouveau en français et plus en russe, et bien à partir de là, il va décider de retourner vivre en France et donc il revient vivre en France en 1967 à l'aube des événements de mai 68 et de toute la révolution un petit peu qu'il va y avoir dans le pays. Donc c'est toute l'histoire en fait de Lucien Berthe que l'on va suivre dans ce roman. Alors moi j'avais beaucoup d'attentes parce que je pensais vraiment qu'on allait retrouver toute l'histoire du régime soviétique et c'est pas vraiment le cas. En fait, on suit Lucien Berthe quand il est en Russie sur le premier tiers du roman. Donc là vraiment l'histoire m'a complètement happée, j'étais vraiment prise dans l'histoire. La relation qu'il a nouée avec Daria était vraiment une relation hyper émouvante, donc j'y retournais avec grand plaisir. Et à partir du moment où Lucien Berthe retourne en France en 1967, alors là ça fait un flop total pour moi. J'ai trouvé que c'était très creux, qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire en tant que telle et ouais, en fait j'ai perdu tout intérêt pour la lecture à ce moment-là. En toute honnêteté, je pense que c'est un petit peu de ma faute parce que je m'étais vraiment mis dans la tête que j'allais découvrir l'histoire du régime soviétique. Et du coup, bah, j'ai été un peu désabusée, entre guillemets, et je suis un peu tombée de haut quand je me suis rendu compte que bah, y avait les 2 tiers du roman qui se passaient en France et qu'en fait, on allait plus parler du communisme en France, des événements de mai 68, de toute cette jeunesse qui décide de taper un peu dans la fourmilière et de faire en sorte que ça change au niveau politique, au niveau sociétal en France. Et en vrai, bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est pas ça, mais c'est que je m'attendais vraiment pas à lire un roman sur mai 68 et sur la France. Donc, bon, ça a fait un peu un flop pour moi. Si vous avez envie de découvrir un peu toute cette histoire, ben, allez-y, franchement, faites-vous votre propre opinion sur ce roman. Mais ayez bien en tête que vous n'allez pas découvrir l'histoire soviétique, absolument pas. C'est juste la première partie du roman, mais après on bifurque un peu et on se retrouve très vite en France, donc on n'est vraiment pas sur l'histoire du régime soviétique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lecture. Je ne m'appesantis pas plus parce que, bon, bah, en toute honnêteté, je ne suis pas allée au bout, donc ça sert à rien de vous en dire plus. Mais voilà, petite déception, c'est comme ça peut pas le faire à tous les coups. On verra plus tard. Voilà, bon, je retenterai sûrement le coup avec Andrei Makin, hein, mais pas sur ce roman en tout cas. C'en est terminé pour moi. Ensuite, deuxième roman que j'ai terminé et que j'ai lu à une vitesse assez record. C'est un livre audio, donc, enfin je l'ai pas lu, je l'ai écouté, mais c'est vrai qu'en ce moment j'avance beaucoup plus vite à l'audio parce que bah, étant donné que mes nuits sont assez courtes, j'avoue que c'est beaucoup plus facile d'avoir un livre audio sur les oreilles, même quand j'ai ma fille dans les bras parfois, bon bah j'aime bien avoir un livre audio. Quand elle dort et qu'elle est contre moi, bon bah c'est pas forcément évident d'avoir un livre en papier, en version papier. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple de lire sur liseuse ou alors d'écouter un livre audio. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus avancé à l'audio et j'ai eu l'occasion de lire, enfin d'écouter à l'audio le deuxième tome de la saga Finlay Donovan et Mortel, pardon, qui est écrite par El Cosimano et je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans un des derniers carnets de lecture, je pense. Puisque j'avais eu l'occasion de découvrir le premier tome grâce à un partenariat avec NetGalley, encore une fois. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome, franchement je l'avais trouvé très prometteur pour la suite. On est sur une saga un peu... alors elle est catégorisée comme cozy mystery, moi je trouve pas parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment le côté cozy. On est sur des crimes qui sont faits avec une enquêtrice qui est maman célibataire et écrivaine en gros. Et donc effectivement on n'est pas sur un roman policier parce que c'est pas les enquêteurs de la police qui enquêtent, mais je pense pas qu'on puisse vraiment le catégoriser comme cozy mystery pour autant. Ça n'empêche que c'est c'est une très bonne série. Je suis très contente d'avoir écouté le tome 2. Donc le tome 2 s'intitule Qui veut la peau de mon ex-mari. Et donc dans ce tome 2, on retrouve l'héroïne principale qui s'appelle, j'ai un trou, comment elle s'appelle? Bah Finlay, je peux être Finlay Donovan, qui s'appelle Finlay et on la retrouve
avec tout son entourage. Donc Finlay, elle vit avec sa nounou qui s'appelle Véro, qui est aussi sa meilleure amie, entre guillemets. Ses 2 enfants en bas âge, Delia et Zach, et donc il y a tout un univers autour d'elle. Elle a sa sœur qui est dans la police. Il y a le bel agent de police Nick qui rôde un peu autour d'elle aussi. On a les parents de Finlay, on a tout ce petit monde qui gravite autour d'elle. Et dans ce deuxième tome, elle se rend compte qu'il y a un contrat qui est passé, et donc il y a un contrat en gros sur la tête de son ex-mari, Steven, et même si elle ne supporte plus son ex-mari, ça n'empêche que elle ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit vis-à-vis de ses enfants, qui sont bien évidemment très attachés à leur papa. Et donc elle va tout faire pour découvrir le fin mot de l'histoire et pour savoir qui veut la peau de son ex-mari. Bon, pour le coup, le titre est extrêmement bien trouvé. Voilà. Pour le coup, on était sur une très bonne lecture. J'ai préféré le premier tome, vraiment. Mais j'ai trouvé que le second tome était très sympa aussi, dans le sens où on retrouve tous les ingrédients qui m'avaient vraiment plu dans le premier tome. C'est une saga qui est bourrée d'humour et c'est très très drôle. Et franchement, ça fait un bien fou. Moi, ça m'a fait un bien, mais alors monstrueux, d'écouter cette lecture audio, surtout quand les nuits étaient difficiles, que j'étais un peu à bout de nerfs. En fait, je me mettais dans ma bulle avec ce livre audio et j'ai eu quelques fous rires alors qu'il était 4 h du matin, que j'avais la tête vraiment explosée. Mais j'ai eu des fous rires parce qu'en fait, Finlay, elle est très drôle. Le duo qu'elle forme avec Véro, mais elles sont juste mais magistrales, vraiment toutes les deux. Et c'est vrai que c'est assez plaisant à écouter. L'enquête en elle-même ne m'a pas forcément trop emballée. C'est pour ça que je vous dis que j'ai préféré le premier tome, parce que j'ai trouvé que dans le premier tome, c'était un peu mieux ficelé au niveau de l'enquête et tout ça. Là, bon, vu que ça touche en plus Steven, son ex-mari, qui est vraiment... à qui on a envie de filer des baffes. Bon, ça m'a un peu moins embarqué, mais le fait de retrouver tous les personnages, de retrouver toute l'ambiance un peu particulière, de retrouver cet humour, et bah ça fait du bien. Elle a le don, Finlay, de se mettre dans des situations rocambolesques. C'est très drôle, les personnages sont très fantasques et vraiment ça fait... c'est un petit vent de fraîcheur cette saga, donc voilà, si vous êtes intéressé pour la découvrir, sachez que le deuxième tome euh, sort en version poche, donc il est déjà sorti à l'audio, hein, mais il sort en version poche le 5 février prochain. Et bonne nouvelle, le troisième tome sort en grand format chez Charleston le 6 février prochain. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir un peu cette saga et de changer un peu de style, parce que pour le coup je saurais pas trop comment la catégoriser, c'est un petit ovni cette saga et ça fait vraiment du bien, donc si vous avez envie de tenter l'expérience, n'hésitez plus. C'est la fin de la sieste, donc on va en rester là. Je peux juste vous dire que le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est celui de Michael McDowell, qui est donc Les Aiguilles d'Or, et c'est un roman que j'ai vraiment adoré, et j'ai donc terriblement hâte de vous en parler. Et je suis de retour, j'ai 5 minutes devant moi, donc je vous parle rapidement de ce roman, Les Aiguilles d'Or. Donc comme je vous le disais, on est sur un roman qui est écrit par Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture dans cette sublime édition. Si vous connaissez, enfin en tout cas si le nom de l'auteur vous dit quelque chose, c'est normal, c'est l'auteur de la célèbre saga Blackwater, qui a été réédité chez Monsieur Toussaint Louverture également il y a 2 ou 3 ans de ça. Blackwater a fait beaucoup de bruit, ça a été un véritable succès, et moi c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est une saga que j'ai quand même beaucoup appréciée. Et on est un petit peu sur la même veine avec Les Aiguilles d'Or, puisque ça n'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Ça reste quand même une excellente lecture. Oula, j'en perds le livre. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est l'histoire, enfin en tout cas on est plongé dans New York au tout début de l'année 1882, puisque le roman commence au Nouvel An, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le lire au mois de janvier, parce que je trouvais que c'était parfait en termes de saisonnalité pour le lire à ce moment-là.
Donc on se retrouve à New York au tout début de l'année 1882 et c'est une année qui va être particulièrement sanglante puisque 2 mondes vont s'affronter. D'un côté, on a le monde très luxueux de la famille Stallworth et de l'autre côté, on a le monde, vicié et corrompu de la famille Shanks, qui est une, famille d'immigrés allemands. Le juge Stallworth, accompagné de son fils Edward, un pasteur au sermon moralisateur, et de son gendre Duncan Fair, avocat en soif de reconnaissance et de notoriété, décide de nettoyer, entre guillemets, le New York de l'année 1882. Il décide notamment de nettoyer un peu les bas-fonds new-yorkais, notamment le célèbre quartier du Triangle Noir, qui est le quartier où vivent les Shanks. Et les 3 hommes décident de prendre pour exemple la famille Shanks et en fait ils vont décider de, «les exterminer» entre guillemets. Sauf que, c'est sans compter la pugnacité et la détermination de Lena Shanks, qui est la matriarche de, cette famille et qui est bien décidée à se venger. Et donc c'est toute une histoire de vengeance que l'on va avoir ici, une histoire d'affrontement entre 2 gangs, de vengeance et c'est très, très bien, c'est très, très bon. Tout est extrêmement bien pensé, tout est extrêmement bien ficelé. On est, sur une histoire de vengeance. Ce n'est pas pour me déplaire en toute honnêteté parce que j'ai beaucoup aimé, cet affrontement entre les 2 camps et en fait, on est sur une histoire qui est envoûtante, quasiment hypnotique. Et ça, c'est tout le talent de Michael McDowell, en toute honnêteté. Il arrive vraiment à tenir en haleine son lecteur et on a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre et c'est juste incroyable parce que du coup, à chaque fois, on se demande ce qui va se passer dans le chapitre suivant. On est complètement happé par l'histoire. Moi, j'ai été transportée, à New York, dans le fameux Triangle Noir et j'en suis sortie qu'en ayant terminé le roman. Donc on est vraiment dans quelque chose de très immersif, très bien décrit. Et ça, c'est tout le talent de la plume de Michael McDowell. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. C'est un auteur qui arrive à dresser des portraits très très de façon très 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 réaliste, ce qui fait que du coup on arrive à voir chacun des personnages. Alors il faut le savoir, hein, dans ce roman, tous les personnages sont tordus. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, en toute honnêteté, mais en fait ça nous prend tellement aux tripes, ça nous prend tellement en haleine que bah, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour eux, même si ils sont très antipathiques, même si ils sont poussés à la caricature presque. Mais c'est tellement bien fait que bah, du coup ça se lit tout seul, hein. À travers cette histoire, Michael McDowell nous propose une critique de la société du 19e siècle. On est sur un roman manichéen, d'une noirceur rarement égalée. Et ouais, franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part vous dire lisez-le parce que vraiment c'est très très bon. Alors, la première partie du roman est à mon sens un peu longue, ça se met en place tranquillement, on va dire. Et ça s'accélère un peu plus sur la deuxième partie. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu un coup de cœur, dans le sens où la première partie, je l'ai trouvée un petit peu plus longuette. Mais vraiment, ça reste quand même un très très bon livre. Je pense que c'est un roman à découvrir absolument. Si vous ne connaissez pas encore la plume de Michael McDowell et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une saga avec 5-6 tomes comme la saga Blackwater, prenez le parti de lire cette petite brique, ça se lit très vite, très facilement et vous allez passer un très bon moment. Côté lecture en cours, j'ai repris une lecture audio, donc comme je vous disais, j'ai bien avancé parce que la lecture audio en ce moment c'est un peu mon dada. Donc c'est Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. C'était pas prévu que je le prenne à l'audio celui-ci, enfin pas tout de suite, mais j'ai eu l'occasion, grâce à Lizzie et Annette Gallet, d'obtenir en service presse le roman Pour ne rien regretter de Henri Lovenbruck. Et même si Nous rêvions juste de liberté et Pour ne rien regretter ne sont pas, enfin ça ne fait pas partie d'une duologie, ce n'est pas une saga ou quoi que ce soit, ça n'empêche que l'action et l'intrigue des 2 romans se passent dans la même ville.
C'est la ville fictive de Providence que Henri Lovenbruck a construite de toutes pièces. Et, et du coup, je trouve que le fait que ce soit, enfin que les deux romans se passent dans la même ville, je trouvais ça plutôt intéressant de les écouter les uns à la suite, enfin l'un à la suite de l'autre. Nous rêvions juste de liberté est le premier roman qui a été rédigé dans l'ordre chronologique, donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'écouter en priorité. Et après, je basculerai sur Pour ne rien regretter. Nous rêvions juste de liberté, fait à peu près 10 heures en termes d'écoute. Là, il me reste 3h30, donc il me reste plus grand chose. Je pense que je vais essayer de le finir rapidement là, sur le week-end. Et je viendrai bien évidemment vous en reparler, je viendrai vous reparler de l'histoire et tout ça. Et côté lecture papier, j'ai pris le parti de prendre un livre en grand format, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée là maintenant avec mon bébé, mais enfin bon c'est comme ça. Je voulais absolument terminer une trilogie qui traîne dans ma palle depuis un bout de temps, et donc j'avais toujours pas lu le 3e tome, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai donc décidé de terminer la trilogie Les Héritières de Love and Off, écrite par Corinna Baumann, et donc on est sur le 3e tome, La promesse de Solveig. J'en suis pas très loin, vous pouvez le voir, j'en suis à la page 100, on est sur une sacrée brique encore une fois, mais ça se lit bien franchement. Les Héritières de Love and Off, moi c'est une saga que j'aime bien, ça se lit bien. Il fait 600 pages, mais bon, avec un peu de chance, j'arriverai à l'avancer assez facilement. En tout cas, j'aimerais bien le finir d'ici la fin du mois. Mais c'est pareil, je vous en reparle plus tard, je vous reparlerai un petit peu de l'histoire. Sur ce, je m'arrête ici, je vous reprendrai probablement en début de semaine, et je vous dis à plus tard. Hey, je viens tout juste d'avoir une Bretagne, il fait un temps exécrable, c'est la tempête en ce moment. Et j'ai lu dans la voiture cette petite brique, j'ai bien avancé, j'en suis rendue à la 3e partie, et franchement pour le moment j'aime beaucoup, je viendrai vous en reparler. Profite d'une petite éclaircie pour aller se promener, c'est la tempête hein, franchement. Et je vous retrouve pour clore ce carnet de lecture. Il aura été assez court, je pense, pour reprendre cette petite semaine, mais je me suis rendu compte que c'était quand même assez sportif avec un bébé à gérer au quotidien, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas sur les semaines à venir, donc on verra. Avant de clore ce carnet, je voulais quand même vous reparler de ce roman parce que j'ai quand même bien avancé. Alors je ne l'ai pas terminé, je pensais vous donner mon avis final, mais comme vous pouvez le voir, il me reste encore 150 pages je pense, voire peut-être presque 200 pages, donc ce ne sera pas pour ce carnet de lecture là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime toujours autant l'ambiance de ce roman, puisqu'on est en Suède, on est plongé en Suède. Lovenhof est au nord de la Suède, je crois d'ailleurs, et on est en plein cœur du haras familial, et c'est toujours aussi plaisant d'être dans cette histoire. Je viendrai vous en reparler plus en détail dans le prochain carnet de lecture. Et je viendrai surtout vous donner mon avis global sur la trilogie, parce que du coup c'est le dernier tome de cette trilogie. Après, je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs, et pour moi, en tout cas jusqu'ici, à voir ce que va donner la fin, parce que je vous avoue que j'en attends quand même beaucoup de cette fin, donc on va voir ce qui va se passer, mais à voir. Mais pour le moment, en tout cas, je trouve que le premier tome est le meilleur, et les 2 autres sont un peu longs à mon sens, et peut-être un peu moins bien exploités que le premier. Voilà, mais c'est mon avis à chaud pour l'instant, sans l'avoir terminé comme vous pouvez le voir, donc je vous redonnerai mon avis final bien évidemment quand je l'aurai fini. Sinon, entre-temps, j'ai quand même réussi à lire un petit livre, parce que vraiment il est tout petit. C'était un service presse pour Sonatine, et c'est le dernier roman de Kate Moss que j'ai eu l'occasion de lire. Il s'agit de Flammes et de cendres, je crois. Je vous remettrai la petite vignette ici.
Je sais plus si c'est Deux cendres ou Deux flammes ou Deux flammes et Deux cendres. Enfin bon bref, je vous remets la vignette comme ça vous aurez le titre. Kate Moss, c'est une autrice que j'ai découverte, l'année dernière, l'été dernier, avec La Cité de Feu. C'est le premier tome de sa trilogie et franchement j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome et d'ailleurs j'ai pour, mission de finir cette trilogie absolument cette année parce que je ne veux pas la faire traîner. Donc voilà. Et donc quand j'ai vu que Sonatine, sortait un nouveau roman de cette autrice, qu'on était plutôt sur un one shot, qui plus est assez court, je me suis dit: «Ah beh, pourquoi pas?» parce que c'est vrai que La Cité de Feu, c'était un sacré pavé. Donc dans ce roman, on est plongé en plein cœur de la montagne noire sur l'île de Tenerife en 1706 et il va y avoir un homme qui va être retrouvé mort au pied de la montagne noire et on va très clairement, dire qu'il s'agit d'un suicide. Sauf que sa fille Anna ne croit pas à la thèse du suicide et donc elle va enquêter pour savoir ce qu'il se passe. Et toute l'enquête, va se fondre dans un décor un peu, chaotique puisque la montagne noire est un volcan et ce volcan est en phase, d'éruption. Donc voilà, ça crée une atmosphère un peu particulière, d'où le titre du roman et c'est vrai que c'est assez particulier et assez plaisant finalement, comme ambiance parce que c'est pas une ambiance qu'on a l'habitude de lire dans les romans. Je vous en ai fait un résumé très succinct parce que le roman, est très, très court. Sur liseuse, il faisait 94 pages, donc c'est pour vous dire, je pense qu'il doit en faire à peu près 150 en version papier. Mais on est vraiment sur quelque chose de très court et c'est un petit peu ce qui a péché pour moi dans cette lecture, c'est la brièveté du roman. Je trouve qu'on est, sur quelque chose de beaucoup trop court. Alors autant La Cité de Feu, c'était une sacrée pavasse et peut-être que enfin quoique, j'allais dire peut-être qu'on aurait pu enlever quelques passages, mais en fait non, parce que c'était tellement bien comme lecture qu'en vrai, moi, j'y serais vraiment restée. Mais c'est vrai qu'on était sur un roman qui faisait 600 ou 700 pages, donc on était sur quelque chose de très dense. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de très très court et de trop court à mon sens pour un roman historique, un roman policier historique comme celui-ci. Je trouve que c'est pas bah, il nous manque des détails, il nous manque des choses un peu concrètes et tout va très vite, voire peut-être même trop vite en fait. Et c'est ça que j'ai un petit peu, bah, qui m'a un petit peu, dérangée dans cette lecture. Après ça n'empêche que, comme je vous disais, l'ambiance est très particulière, l'ambiance est un peu, sous tension, très pesante et c'est assez agréable et c'est assez appréciable comme atmosphère. Après, bon, l'enquête est un peu trop rapide à mon goût et pas assez développée. Je ne vous en dirai pas plus, vous l'aurez compris, j'ai apprécié mais sans plus. En tout cas, moi j'aurais tendance plutôt à vous conseiller La Cité de Feu de Kate Moss, et toute sa trilogie qui, est juste incroyable. Mais si vous avez envie de vous lancer dans le genre, qui est genre un peu roman policier historique, un peu à la Ken Follett finalement, et bien tentez-le, tentez-le. Si vous savez pas trop ce que c'est, ce genre-là, que vous avez peur d'être, perdu dans une grosse pavasse et bien, ça peut tout à fait faire le job. Là, vraiment, pour le coup, 100-150 pages de livre, vous allez voir, ça se dévore assez facilement et l'avantage, c'est que Kate Moss, elle est très, très douée pour mettre en place, un rythme très haletant et donc vous ne vous ennuyez pas un seul instant, surtout en 150 pages. Je voulais vous parler de, mes lectures audio, mais je le ferai dans le prochain carnet de lecture puisque vous l'avez peut-être entendu, mais j'ai ici, juste là, dans les bras, ma petite fille qui a décidé, de ne pas me laisser finir cette vidéo, donc je vais en rester là pour cette semaine. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous serez contents de retrouver ces petits carnets de lecture. Moi, je suis très contente de, vous retrouver et de filmer quotidiennement. J'espère que vous aurez fait quelques découvertes livresques, que certains des livres que je vous ai présentés vous plairont. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous lisez en ce moment et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!